Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito avec Simon Rochelot. Cette semaine, écoute, il y a pas mal de sujets à jaser, mais un de ceux qui retient quand même l'attention dans l'actualité. Puis ce matin, aujourd'hui, nous, on enregistre le 25 février. Donc, si vous écoutez ça avec délai, là, vous allez être mêlés dans les journées. Mais dans le podcast du 25 février principal, dans la partie Patreon, on a analysé un long sondage qui parlait Mhm. de l'opinion qu'ont les Américains sur ce qui est fait par l'administration Trump. Et un des trucs avec lesquels les gens sont le plus d'accord de manière bipartisane, donc autant démocrates, pas autant, mais une Mhm. majorité de démocrates sont d'accord avec ça, c'est de dire, un, le gouvernement dépense trop d'argent. Deux, la dette à long terme, elle est insoutenable. Le déficit est insoutenable. Trois, ça prend des coupures majeures dans plein de programmes, dans plein de facettes du gouvernement. Et quatre, on est relativement d'accord avec ce qui se passe en ce moment avec le Department of Government Efficiency, dit le fameux DOGE. Et Mhm. là, la question qui commence à être soulevée, tu vois, j'ai vu, je pense que c'est Emmanuel Latraverse qui a fait un texte là-dessus. J'ai vu quelqu'un qui a fait une intervention à Cube de mémoire qui disait explicitement qu'il fallait un Doge québécois. J'ai vu, je pense, Maxime Bernier se prononcer là-dessus en disant que, ben, appelez ça comme vous voulez finalement, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est-à-dire un examen. Quand je dis ce qu'il faudrait faire, pas tant au niveau de la méthode, là, tu Mhm. sais, on rentre avec des hackers, puis on s'en va dans le Non, système non. de paiement, puis tout ça, mais un examen approfondi de toutes les dépenses. Quelque chose qui, visiblement, c'est jamais fait, là. Tu sais, dans une entreprise, à un moment donné, tu as des bilans financiers. Tu arrives à la fin de l'année, tu vois la liste des intrants, la liste des sortants, les revenus, les dépenses. Puis à un moment donné, tu fais une analyse. Puis quand tu es dans le rouge, il y a des gens qui se penchent là-dessus et disent ben là, attends, on dépense tant là-dessus, on dépense tant là-dessus. Ça sert à quoi? On va vérifier. Et chaque dépense est observée finalement à la lettre dans les compagnies bien gérées pour voir si on pourrait pas si on ne pourrait pas en supprimer certaines, en modifier. Puis ceux qui nous écoutent, là, vous avez déjà travaillé, je ne sais pas moi, dans un restaurant. Là. Ça va même jusqu'à réfléchir à des trucs du genre est-ce qu'on change de marque de frites Mhm. pour quelque chose de moins cher ou on augmente un peu le prix des assiettes? Comment on gère ça? Là? Dans des entreprises, c'est vraiment des choses qui sont faites de manière systématique. Mais au gouvernement, il existe toutes sortes de, de, de de programmes qui sont ajoutés, enlevés, certains existent, mais bref, il n'y a pas vraiment d'examen, il n'y a pas d'audit finalement de l'intégralité des dépenses de l'État pour faire un état des lieux de dire, OK, en santé, ça coûte tant de milliards là, par année, mais finalement, combien de cet argent-là sert à payer les salaires, payer les instruments, la fourniture, tout ça, et combien va dans l'organigramme gargantuesque de ce qu'on appelle le mammouth, le ministère de la Santé, là, où il y a 50 directeurs, Mhm. sous-directeurs là-dedans. Puis tu te dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais? Le sous-ministre de la Santé aux aînés, là, anciennement le ministère de Marguerite Blais, est-ce qu'il fait quelque chose dans une journée, ce ministère-là? Tu sais, c'est des questions normalement qui devraient se poser. Donc là, je partage à l'écran. Je vais te laisser faire ton point après, Oui. mais ça commence à circuler aussi pas mal dans le Canada anglais, dans le Financial Post, qui avait quand même un bon article là-dessus qui s'appelait Should Canada replicate Elon Musk Doge effort in the US? Donc, est-ce que le Canada devrait imiter ou s'inspirer des efforts du Doge aux États-Unis et le faire au Canada? Et là, il arrive l'élément là-dedans sur lequel tu voulais commenter qui est intéressant, c'est la différence fondamentale entre Oui. le droit du travail aux États-Unis et celui du Canada. Donc, c'est un peu ce qui est parlé aussi dans l'article, puis dans d'autres sources, là, mais bref, je te laisse expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste. Là. Ouais, ben c'est ça, parce que si on fait un peu à la Colombo, c'est-à-dire qu'on vend le punch au début puis qu'on explique après, là, dans le fond, Howard Levitt, qui est un avocat en droit du travail puis en relations de travail, il fait référence au fait que, effectivement, le droit et les relations de travail aux États-Unis versus au Canada, c'est complètement différent. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de quelque chose qui s'appelle le at-will employment. C'est quoi ça du at-will employment? En fait, ce serait dire de l'emploi à volonté, là. C'est peut-être mal traduit, là, mais essentiellement, c'est un peu ça. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que tant l'employeur que l'employé
peuvent mettre fin à leur relation de travail à n'importe quand, sans raison ou sans donner de préavis. Sauf, évidemment, quand je dis sans raison, mais il ne faut pas qu'il y ait un motif de discrimination derrière ça, là, quand même. Là. Mhm. Mais c'est ça. Ça, au Canada, on n'a pas ça. Nous, au contraire, bon, on a des contrats. Généralement, ce qu'on a, on a beaucoup de contrats qu'on appelle à durée. Souvent, on va dire, quand vous commencez comme un employeur, bon, parfois, vous allez signer un contrat de travail. Par exemple, au gouvernement, vous êtes ce qu'on appelle, par exemple, au gouvernement du Québec, vous pouvez être un occasionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre permanence encore. C'est un contrat de 6 mois, 1 an, des fois, c'est 3 ans. Bon, ça dépend. Mais souvent, ce qu'on a au Québec, par exemple, ce qu'on appelle, c'est des contrats à durée déterminée. C'est-à-dire que tu rentres, puis c'est ça. Tu es là tant que ça fait l'affaire, finalement, mais il n'y a pas de durée prévue dans le temps. Et aussi, contrairement au droit américain, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, puis vous aurez compris, évidemment, que je ne suis pas un avocat spécialisé en droit du travail, donc mention obligatoire de ça, ce n'est pas un conseil juridique, mais au-delà de ça, c'est que nous, dans notre droit, quand tu n'es pas syndiqué, quand tu es syndiqué, c'est autre chose, on s'en remet à ta convention collective, mais quand tu n'es pas syndiqué, par exemple au Québec, tu vas avoir la loi sur les normes du travail qui va s'appliquer, puis ça prévoit des cas justement où est-ce que tu as des dispositions qui s'appliquent en cas de congédiement injustifié, des motifs de, quand tu fais congédier pour un motif interdit, bon, s'il y a de la discrimination ou d'autres circonstances. Mhm. Puis notre droit, la manière qui est fait, c'est que justement, dans un contexte où tu es non syndiqué, ben, tu as droit à des compensations. Et ça, c'est basé sur comme ton rôle dans la société. C'est basé sur ton rôle dans la société, dans l'entreprise, et également tes nombres d'années de service. Fait que si ça fait 20 ans que tu es à une place et tu avais une position de gestion, ben ils ne vont pas juste te donner 2 semaines de paye. Là. Ça peut être Ouais. ça peut se compter des fois même en années. Ça peut être du 12, 18 mois, des fois même plus. En tout cas, c'est la compensation que tu as. Ce qui n'est vraiment pas le cas aux États-Unis. Tu as aussi, pour certains emplois qui sont réduits, c'est des emplois de nature fédérale, tu aurais le Code canadien du travail qui s'applique. Là. Que ça, je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans, là, mais c'est plus dans un contexte, c'est des emplois qui relèvent davantage de la société fédérale, là, genre les trains, les avions, ce genre de choses-là. Là. Ça, sous réserve, là, mais en gros, là, dans les grandes lignes, l'esprit de la loi, c'est essentiellement ça, là, finalement. Ouais. Ben, parce que là, je suis allé voir un peu ce que disait ce que disent les conservateurs par rapport à ça. Parce que, tu sais, Poilievre aussi, là, s'est commis plusieurs fois à équilibrer le budget du Canada par faire des coupures dans des dépenses. Là, il y a plusieurs trucs là-dedans. Il y a en gros le fait de couper finalement dans l'aide étrangère. Là. Un peu tout ce qu'on a sorti, les trucs farfelus sur Global Affairs Canada et autres. Là, il y a un examen en profondeur qui peut être fait là-dedans des subventions qui sont données par le gouvernement qui sont. On dit que ce pas des dépenses récurrentes, mais oui, c'est des dépenses récurrentes. C'est année après année. Je comprends que ce n'est pas les mêmes montants, mais il y a une enveloppe. C'est parce que la force, c'est qu'au Canada, notre situation budgétaire est quand même moins dramatique que celle des États-Unis, dans le sens qu'aux États-Unis, là, c'est des centaines de milliards de dollars qui doivent être trouvés Absolument. pour arrêter d'avoir un déficit. Au Canada, ben, normalement, si tu fais juste revenir à l'état des dépenses tel qu'il était en comme 2018-2019, normalement, le budget il peut se boucler. Là. C'est qu'on a multiplié des dépenses farfelues de toutes sortes de programmes un peu débiles. Et ça nécessite pas nécessairement de sacrer du monde à la porte. Là. Non, puis tu reviens aux années Harper, tu sais, en dehors peut-être de la récession, tu reviens aux années Harper, puis le budget s'équilibrait. Puis justement, tu avais des effectifs de la fonction publique qui étaient beaucoup plus sur contrôle. On avait été de façon plus humaine. Je pense qu'il y avait des départs à la retraite, des postes qu'on ne remplaçait pas nécessairement. On faisait des rationalisations. Bon, c'est sûr qu'il y avait du monde qui n'était pas content de ça. Là. Ça, c'est normal, c'est la nature humaine, mais somme toute, ça allait bien. Tu sais. Puis pour ce qui est du Québec, ben là, oui, c'est sûr qu'on a eu un déficit record au Québec. Mais rappelez-vous, sur les années Couillard, il y avait des beaux surplus. Là. Même François Legault l'avait admis quand ils sont rentrés au pouvoir. Là, les libéraux avaient laissé la maison en ordre au Québec. Fait qu'on est vraiment à des années-lumière de ce qui se passe aux États-Unis. Tant au niveau du contexte budgétaire, même si le déficit fédéral de 60 milliards, c'est complètement fou. Là. Mais également, ça d'un point de vue structurel, mais d'un point de vue également de droit et de relations de travail. On ne peut pas. C'est pour ça que je disais, on va faire un peu comme Colombo, essentiellement. Ce que l'auteur, l'avocat Levitt explique, c'est que non, tu ne peux pas faire un Doge canadien de même. Là. En fonction de notre droit, ça ne marchera pas. Là.
Je sais que ce que Poilievre et même Bernier ont parlé beaucoup de ça aussi, c'est qu'au Canada, il y a une explosion depuis l'ère Trudeau de consultants externes. C'est-à-dire Ouais. qu'on a une fonction publique avec des gens payés pour faire de quoi, puis on engage toutes sortes de firmes. Pensez à celles que vous connaissez, là, Ben puis celles oui. que vous connaissez moins. Et on donne des contrats, souvent de gré à gré, parce qu'en bas d'un certain montant. Puis Mhm. là, on demande à ces firmes-là de faire la job duquel les fonctionnaires ont été engagés pour faire. Et là, dans le fond, il dit, mais ça, il n'y a pas nécessairement de raison, puis il n'y a rien qui montre que c'est plus efficace de faire ça. Donc ça, tu pourrais le couper. Il n'y a personne qui est syndiqué là-dedans. Là. Mhm. L'appel à ces firmes-là. Et l'autre affaire qu'on ne signale pas souvent, mais ça, si tu vas même sur le site des conservateurs, dans la section Fix the budget, on parle, bon, là-dedans, de passer le bill C-234, donc qui est celui qui enlève la taxation sur le carbone. Mhm. Parce que dans la taxation sur le carbone, il y a aussi tout un frais administratif relié à des gens qui calculent et renvoient des chèques, là. Donc, l'existence même de la taxe a créé une bureaucratie Ben autour oui. qui administre les rentrées d'argent et les sorties pour ce qu'eux appellent le rebate, là, Mhm. dans le fond, le chèque de compensation. Mais il y a un truc aussi intéressant qu'on parle presque jamais, qui est le dollar for dollar rule. Et ça, c'est une politique, dans le fond, qui stipule que pour chaque nouveau dollar de dépense, tu dois trouver un dollar d'économie. Ouais. Et ça, c'est un truc qui a été beaucoup mis de l'avant par Poilievre pendant un bout, mais ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les médias. C'est de dire que tu demandes à chacun de tes ministères, à chaque fois qu'ils viennent te voir pour te demander de l'argent, ils disent ben parfait, on va te donner 1,5 million pour cette affaire-là, mais tu vas devoir trouver 1,5 million d'économies ailleurs. Et Mhm. ça, tu fais ça tant et aussi longtemps que le budget n'est pas soutenable. Parce que vous comprenez que ça va forcer, si c'est bien appliqué, si c'est applicable, une telle mesure, ce que ça fait, c'est que ça force les gens dans les ministères à dire OK, ben ça, c'est plus nécessaire, on devrait l'enlever. Puis là, tu fais un pour puis un contre de certains programmes, de certaines dépenses, parce que là, toi, tu as des nouveaux besoins, tu as des gens qui te demandent des affaires, mais tu laisses les vieux programmes qui ne sont pas nécessairement utiles, mais qui ont quand même des budgets, qui ont quand même de l'argent relié à ça, euh, finalement se faire. Là. Puis l'autre point, je pense, à mon avis, est incontournable dans cette affaire-là, c'est le fait qu'ils veulent, dans le fond, ils veulent serrer la vis pas mal sur les trucs d'infrastructure. Là. Mhm. Tu sais, en ce moment, je ne sais pas c'est quoi le budget, là, mais le gouvernement fédéral dépense une fortune dans toutes sortes de projets d'infrastructure qui systématiquement sont en dépassement de coûts. Oh, et puis Euh, les histoires de, tu sais, financer le tramway à Québec, puis un là, le TGV de projet. 150 Non, milliards. non, puis oui, ça serait bien le fun, le TGV, mais Chris, on n'a pas les moyens, c'est aussi simple que ça, là. Fait que non, non, effectivement, ce dont tu viens de parler, c'est une solution. Tu sais, on nous dit souvent, tu sais, on dit souvent qu'il faut faire attention d'appliquer les solutions mur à mur de ce qu'on voit ailleurs, tu sais, d'appliquer ici. Bon, ben ici, justement, ce que tu viens de proposer là, c'est beaucoup plus approprié, c'est beaucoup plus sur mesure pour le contexte canadien et québécois que d'y aller avec une solution mur à mur comme ce qui peut se faire en contexte américain. Parce que notamment aussi, ce que j'aimais bien dans le texte aussi du Financial Post, c'est qu'il soulignait que, tu sais, aux États-Unis, tu as moins de 10 des employés qui sont syndiqués. Au Canada, c'est un petit peu plus que 30 dont 76,6 des employés du secteur public. Bon. Fait que déjà en partant, tu as le contexte et des rapports de force qui sont pas du tout les mêmes, premièrement. Ensuite aussi, ben là, des employés qui ne sont pas syndiqués du secteur public, bon, j'imagine qu'il y a des cadres là-dedans, des choses comme ça. Il y en a des fois certains là, en ressources humaines, des choses comme ça, qui ne sont pas syndiqués. Fait que là, il faudrait voir à ce moment-là, est-ce qu'on retomberait, dépendamment si on est au fédéral ou au provincial, est-ce qu'on retomberait plus sous les normes du travail ou le Code canadien du travail? Il faudrait voir, là, c'est-à-dire qu'il faudrait prévoir des packages, puis là, si ça fait longtemps qu'ils sont là et tout, combien ça coûterait? C'est bon, c'est dans le contexte de ceux qui ne sont pas syndiqués au niveau de la fonction publique. Les employés syndiqués pourraient se référer aux conventions collectives, puis ça coûterait finalement, ultimement, ce que j'essaie de dire, c'est que ça coûterait une fortune. C'est un peu ça que l'avocat raconte dans son article aussi. Puis d'ailleurs, le Doge aux États-Unis, il y a quand même des packages qui sont très généreux. Le calcul, c'est qu'à terme, ça va être rentable, mais c'est pas vrai que ça ne leur coûte rien de faire ça présentement non plus. Fait que là, il faut penser à ça aussi. Là. Non, effectivement. Et l'autre chose aussi, c'est
J'essaie de retrouver le terme exact pour ces dépenses-là. Ah oui, l'autre chose, c'est, je pense qu'au Canada, une des premières affaires à faire, c'est de ramener le fédéral à son niveau de compétence et à ce que la Constitution a prévu pour lui le plus possible. C'est-à-dire que normalement, dans notre système, la manière dont c'est fait, le fédéral collecte de l'impôt. En fait, les provinces collectent de l'impôt pour le fédéral qui, lui, redistribue une partie de cet argent-là aux provinces via des systèmes de transfert, le transfert en santé, transfert pour la péréquation. Puis il y a toutes sortes de programmes là-dedans, les fameux programmes de transfert. Bon, non, traditionnellement, le fédéral, ce qu'il fait, c'est qu'il transfère en essayant de recréer des conditions dans lesquelles les citoyens de chaque province auraient à peu près le même niveau de vie. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, vu qu'on est plus pauvre, on reçoit plus de transferts, plus de péréquation que dans des provinces qui ont un revenu par habitant plus élevé. Bon, au prorata, mettons là, l'île du Prince-Édouard en reçoit plus que le Québec parce qu'ils sont plus pauvres encore. Bon, vous comprenez l'idée? Le fédéral sous Trudeau, c'est pas ça qu'ils ont décidé de faire. Ils ont décidé de se battre avec les provinces pour ne pas changer les transferts en santé et créer eux-mêmes leur propre programme, les dents, les garderies, ce genre de trucs-là. Or, normalement, la mission du fédéral, c'est pas ça pantoute, là. C'est de dire si on a de l'argent disponible, on la redonne aux provinces. Ça veut dire qu'on a trop collecté, on transfère cet argent-là aux provinces et le Québec, l'Ontario se dotera de son programme dentaire s'il le veut. D'ailleurs, c'est que ça l'affaire, c'est qu'ils ont créé des dédoublements de programmes complètement loufoques, comme les garderies. Le Québec a déjà un programme de garderie. L'Alberta avait déjà un système, je pense, de crédit d'impôt pour des garderies, ce genre de trucs-là. Qu'est-ce que le fédéral vient foutre dans Ouais. les garderies et les assurances dentaires? Ben, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement fédéral dispose de quelque chose qu'on appelle le pouvoir fédéral de dépenser. Donc, ça, ben, ça a été reconnu, ça fait quasiment, j'ai envie de dire, ça fait quasiment 100 ans que ça a été reconnu par nos tribunaux, là. C'est que si on résume ça à sa plus simple expression, c'est que le fédéral, il a quand même le pouvoir de dépenser des sommes dans des des sphères d'activité qui ne relèvent pas de ses compétences initialement, tant que ça ne vient pas s'inscrire à l'encontre de ce que les provinces font. Bon, il y a des nuances, puis Ouais. c'est pas absolu, il y a des limites à ça, là, mais bref. Fait que tu dis que le gouvernement fédéral ne va jamais renoncer à ça. C'est-à-dire que l'idée, ce serait que le gouvernement fédéral, OK, bon, il conserve, ça a été reconnu par les tribunaux il y a longtemps, il conserve son pouvoir fédéral de dépenser, mais c'est essayer de se restreindre autant que le plus possible, de ne pas trop l'exercer. Là. Ça, c'est pas évident en partant. Tu sais. Il y a ça. Ça, ce serait déjà un début. Mais maintenant, oui, c'est sûr que de revenir davantage au niveau des missions régaliennes, ça aiderait pas mal. Juste peut-être une petite correction. Nous, au Québec, c'est vrai, tu as Revenu Québec, c'est bon, qui reçoit les impôts du Québec puis qui est mandataire du fédéral pour la TPS, mais dans les autres provinces, il n'y a pas, à moins Oh, que oui, je tu as fasse raison. erreur, tu n'as pas de ministère en tout cas, tu n'as pas l'équivalent de Revenu Québec, tu n'as pas genre Revenu Manitoba ou des patentes de même. Là. Fait qu'il y a ça. Mais c'est sûr que. Puis l'enjeu aussi, puis vous en avez parlé récemment avec Karim, c'est parce que le gouvernement fédéral, notamment par justement les transferts fédéraux aux provinces, les transferts en santé, ben, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas demain matin qu'il va renoncer à ça parce que c'est un levier puissant. Puis tu as des provinces, particulièrement comme le Québec, qui en ont besoin. Maintenant, dans le contexte, on l'a vu au débat hier, Mark Carney qui dit qu'il n'ira pas jouer là-dedans. Bon, en tout cas, qui vivra verra. Là. Ouais. Mais Mais c'est ça l'affaire, c'est que plutôt que de s'entendre avec les provinces et de transférer l'argent quand c'est nécessaire de le faire, ils créent eux-mêmes leur propre programme, ce qui crée de la bureaucratie, ce qui crée tu sais, moi, de penser, par exemple, c'est pas des jokes, là, ce que je vous dis là, le fédéral a même envisagé de créer un programme pan-canadien de lunch scolaire. Là. c'est fou raide. Là. Pensez-y 2 secondes. Là. Le gouvernement fédéral dans le lunch des enfants. Là. Je veux dire, l'éducation, la santé, tout ça, c'est supposé d'être des compétences provinciales. Et là, en plus, imaginez la quantité de gens payés à travailler dans les relations intergouvernementales. C'est-à-dire, il y a des fonctionnaires que leur job, c'est de communiquer avec les fonctionnaires d'Ottawa pour savoir lequel des deux va dépenser votre argent. Ça, si c'est pas inutile, là, je ne sais pas ce que c'est. Là.
Je veux dire, si vous faites ce job-là, vous dites, écoutez, j'ai rien contre vous personnellement, là, mais je suis désolé, 2 paliers de gouvernement ne devraient pas être leur job, ça ne devrait pas être de jaser ensemble pour savoir qui va dépenser le cash de qui. Là. Attends, tu vois, je l'ai trouvé dans Google, comme dirait M. Charette, tu as quelque chose qui s'appelle le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Ben oui. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas 200 000 personnes qui travaillent là, on s'entend, mais bon, quand même des... Hey, il y a quand même des gens qui travaillent là. Puis c'est surtout que c'est des programmes, tu sais, comme Poiliev, il disait, il faut abolir aussi le programme Habitat, je ne sais pas trop, ça a un nom, cette affaire-là. Mais c'est un programme dans lequel le fédéral a mis des milliards de dollars. Puis à ce que je sache, la crise du logement n'est pas réglée. Lui, Poiliev, ce qu'il dit, c'est il faut prendre cet argent-là, voir si c'est nécessaire de mettre autant de cash, puis le mettre conditionnel à ce que les red tapes s'enlèvent. Donc, si vous autorisez de la construction, puis vous enlevez de la réglementation inutile, vous allez avoir l'argent. Sinon, vous ne l'aurez pas. Plutôt que de créer un genre de programme pan-canadien pour subventionner des taux d'intérêt ou ce genre de trucs-là, tu sais, moi, les programmes pan-canadiens me semblent quelque chose déjà à base d'un peu délirant. Oui, parce qu'en plus, tu sais, mettons, comme justement le truc dentaire, là, je me rappelle plus si le Québec avait fait le opting out, mais en tout cas, dans certains programmes fédéraux que si t'es une province, tu as le droit de opter out, mais d'avoir la compensation. Fait que, tu sais, d'un autre côté, il y en a qui diraient, ben, ce serait pas juste si on paye toutes des taxes et des impôts, puis finalement, le Québec, il n'en bénéficie pas, mais il paye pour les autres. Bon, quoique, bon, l'argument pourrait être fait rendu à l'égard de ce que les Albertains payent en taxes et impôts qui s'en va au Québec, là. Mais whatever. Fait que, non, il est temps vraiment d'entamer ça va prendre une grande réflexion qui doit être faite, d'essayer de justement starve the beast en quelque sorte, de dire, ben, est-ce qu'il y a des... Parce que d'un autre côté, il y a des places qu'on n'a pas le choix de dépenser plus, genre le militaire, tu sais. Parce que, tu sais, l'idée de matcher dollar pour dollar, là, tu sais, tu dis, bon, $1 de dépenses de plus en termes de coupe en quelque part. Considérant le retard dans nos forces armées et notre contribution par rapport à notre PIB à l'OTAN, ouf, ça va être tough, ça aussi, là. Ouais, ça va être très. Même Harper, on n'était pas aux 2%, là, tu sais. Donc... Ben, moi, ce qu'on me dit, c'est que d'un, dans l'armée, ils ont de la misère à recruter et de deux, ils sont même pas capables de dépenser les budgets qu'ils ont déjà. Oui, il y a ça aussi. Fait que je sais pas si c'est vrai, s'il y a des militaires qui nous écoutent, vous pouvez le confirmer, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Parce que plusieurs personnes, quand on a parlé des trucs de l'OTAN, disent ouais, mais quand même qu'on fixerait des cibles plus haut, finalement, on a de la misère à dépenser parce qu'on n'est pas capable de recruter. Puis il y a toutes sortes de toutes sortes de problèmes. Mais tu sais, moi, je veux dire, là, il y a beaucoup d'affaires au Canada. Tu sais, à un moment donné, là, je ne suis pas spécialement un fan du discours péquiste, là, mais l'histoire du dédoublement administratif, c'est quand même vrai. Là. Ce que Bernard Landry racontait dans le temps, là. Tu sais, à un moment donné, que toutes les provinces aient leur ministère de l'Environnement et qu'en plus, il y en ait un au fédéral. Les deux ne s'entendent pas, font deux affaires différentes. Un qui veut protéger le caribou, l'autre la forêt. Le ministère de la Santé du Canada qui ne gère pas de maudit hôpital nulle part. Ça pourrait être très bien. Il gère les hôpitaux des vétérans, je pense. Là, je pense puis, honnêtement, je suis même plus sûr qu'il y en a. Là, il y en a un. Où est-ce que j'ai déménagé? T'en as un dans l'ouest de l'île de Montréal, l'hôpital à Sainte-Anne-de-Bellevue. T'en as un. Mais c'en est-tu encore un ou ça porte juste le nom? Parce qu'à Québec, mettons, le CHUL, c'est un ancien hôpital des vétérans. Quand je passe devant, t'as encore les trucs Canada dessus. Là, mais... OK, ben, en tout cas, faudrait voir, mais honnêtement, ça pourrait être confié à l'armée, cette affaire-là. Je veux dire, après ça, regarde, je fais la liste là, des. Il y a plusieurs affaires là-dedans que tu te dis, je suis pas sûr, là, la Commission canadienne du tourisme, là, toutes les provinces ont le truc en tourisme, puis gèrent leurs propres affaires. Je ne suis pas sûr que le Canada a géré le tourisme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires là-dedans que je suis vraiment pas sûr que c'est nécessaire. Tu vois, je suis en train de lire sur l'hôpital des vétérans à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il semble être encore géré par Veterans Affairs Canada, donc le ministère des vétérans. Là. Je ne sais pas sur eux autres, là, je ne ferai pas l'exercice d'aller voir leur fonds, est-ce qu'ils se font pitcher une enveloppe d'abord par le ministère de la Santé fédérale, comment ça fonctionne. Mais bref, il y a sûrement un peu de dégraissage à faire là, tout en prenant mieux soin. Parce que c'est ça le pire.
c'est qu'on en a des vétérans dans nos auditeurs, puis dans nos vies, on a tous déjà croisé quelques-uns, ou en tout cas plusieurs d'entre nous en connaissent, une fois qu'ils ont fait leur service et qu'ils ont servi leur pays, c'est pas comme s'ils étaient si bien traités que ça non plus par ailleurs, Ah malgré tout non. l'argent qui est là. Mais c'est parce que les gens n'ont pas idée de la quantité de structure qu'il y a dans le gouvernement. Moi, je pense que tout ça pourrait être simplifié et ramené à sa plus simple expression pour juste rendre ça plus clair à un moment donné. Là. Puis je comprends là, ce que tout le monde va me dire. Ouais, mais là, ça impliquerait de changer le nom de 52 affaires. Puis tout, ouais, mais un jour, il va falloir le donner le coup de barre parce que ça finit plus de grossir. Là. Tu sais, juste dans la section patrimoine. Juste dans la section patrimoine. De Bibliothèque et Archives du Canada. Je veux dire, au Québec, on a quand même Bibliothèque Archives nationales du Québec, le Centre national des arts, la Commission des champs de bataille nationaux, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Conditions féminines Canada, Conseil de la radiodiffusion Ouais. et télécommunication, Conseil des arts du Canada. Et là, ensuite, tu as l'Office national du film, le Réseau canadien d'information et patrimoine, Secrétaire canadien de la Reine, Téléfilm Canada. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que oui, tu as des affaires qui ont des doublements qui se font au niveau fédéral, mais on se rappelle la proposition du PQ récemment de faire un CRTC québécois. Or, au départ, c'est une compétence fédérale, les télécommunications. C'est sûr que tu sais, quand tu es un souverainiste, tu dis ben, on va l'avoir quand le pays va être fait, mais entre-temps, on paye en double, si ça finit par se faire. Là, donc... Ouais, puis c'est pas parce que le Canada a une structure inutile qu'il faut l'importer nous autres aussi. Là. À un moment donné, pas sûr que. Je suis pas sûr que. C'est parce que maintenant, on dirait que le Québec, c'était ça son but. C'était de dire, ben, pour préparer la souveraineté, on va se doter de toutes les petits radios. Ils ont Radio-Canada, on va faire Télé-Québec. Ils ont un tel, on va faire telle affaire. Ils ont patrimoine. Oui, ben, C'est c'était parce que une là, mesure pour essayer de compenser un genre de complexe d'infériorité, de dire, ben, vous autres, vous avez votre diffuseur public, on a un diffuseur public. Aussi, c'était peut-être pour rassurer certains fonctionnaires fédéraux à l'époque. PSPP a changé de discours là-dessus, mais, là, je serais voir le mais s'il y a des employés fédéraux qui perdent leur job parce que le Québec se sépare, faites-vous-en pas, on va vous reprendre au provincial. Là. Il y avait de ça aussi. Là. Je veux pas être plate, là, mais la commission de toponymie du Canada, Non, là, les affaires. Là. Ça, moi, dans ma tête, à moi, ça rentre dans l'Afuera. J'ai rien contre eux autres, puis si vous travaillez là, grand bien vous fasse. Là. Mais moi, le rôle essentiel dans la mise en valeur du patrimoine toponymique canadien en veillant à ce que le nom des lieux reflète les réalités culturelles et géographiques du Canada, là. Je sais pas combien de monde travaille là, mais moi, personnellement, j'ai un problème parce que des gens qui gagnent en moyenne 54 000 payent de l'impôt pour des gens qui travaillent à la toponymie. Là. Ben, ça, j'avoue que c'est un peu un problème. Tu dis le salaire moyen, surtout au Québec, étant ce qu'il est. Tu sais, les gens travaillent fort, payent des taxes, payent des impôts pour ensuite se faire regarder de haut par des gens qui gagnent souvent le double de ce qu'ils gagnent et qui ont tendance à les regarder d'un peu de haut et à leur donner des leçons. Là. Ouais. Mais ça, c'est au-delà du contexte du Dodge canadien. C'est juste de façon générale, tu te dis, ouais, il ne faut pas oublier, c'est qui te nourrit en quelque part. C'est ça, là. Et là, écoute, pour répondre à ça, il y aurait une manière de réduire la taille de l'État canadien tout en faisant en sorte que personne meure dans la rue, parce que c'est toujours l'argument gauchiste qui est répondu à ça. Tu veux être comme aux États-Unis, avec le monde qui sont dans la marde, puis tout ça. Non, non, il y en aurait un moyen, ça s'appelle le revenu minimum garanti. Ça a été théorisé par plein de monde, autant à gauche qu'à droite. Ce serait l'idée de dire tous les programmes et les affaires qui existent, là, en passant de l'aide sociale jusqu'à X, Y, Z programme, puis de crédit d'impôt, de programme de machin, ce qui forcerait la fonction publique à réduire ses effectifs. On remplace ça par un genre de revenu, Milton Friedman appellerait ça, je crois, l'impôt négatif, mais un genre de revenu minimum garanti. Il y a des gens qui sont intéressés par ça, mais pas pour les raisons qu'on pense. Non. Parce qu'eux, ils veulent pas ça pour remplacer la bureaucratie. Ils veulent la bureaucratie plus le revenu minimum garanti. Donc, c'est encore à l'étude en ce moment au Canada. D'ailleurs, le directeur, je crois, parlementaire du budget a déposé son rapport là-dessus. On va en parler dans la partie Patreon. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. On y va de ce pas.